êtes sur Niagasula TV dans votre émission Niagasula Sport, une émission pratiquement qui vous parvient déjà tous les jours dans l'édition spéciale consacrée cet après-midi sur les équipes africaines, n'est-ce pas, en Coupe du Monde. Et finalement, je suis avec mon consultant cet après-midi. Il est seul avec moi parce que Gabriel n'est pas avec nous pour parler, n'est-ce pas, de la teneur de ces thématiques qui sont déjà dans cette émission. Abouakar, bonsoir et bienvenue. Voilà, bonsoir Famoussa, bonsoir à nos milliers de téléspectateurs. Et c'était un réel plaisir pour moi cet après-midi de me retrouver dans ce studio avec une personne éminente, aujourd'hui qui est devenu mon confrère. Et voilà, je suis tellement ému, je suis tellement content de me retrouver dans ce studio cet après-midi. Justement, le plaisir est partagé. Toujours rester avec nous dans Niagasula Sport. Pratiquement, c'est une édition spéciale. On va beaucoup parler de ces équipes africaines qui sont en train quand même de voler dans cette messe mondiale. La thématique, s'il faut dire les thématiques, pendant longtemps, la simple qualification à la Coupe du Monde a été considérée comme une réussite pour les nations africaines. Participer au plus grand rendez-vous de football mondial était déjà une source de fierté immense pour tout un continent. Mais aujourd'hui, le contexte a changé. Le football africain a grandi, mûri et accumulé de l'expérience. L'heure n'est plus à la satisfaction de participer. L'heure est désormais à l'ambition de gagner. Pourquoi l'Afrique devrait-elle revoir, j'allais dire, ses objectifs à la hausse? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme politique afin de permettre aux équipes africaines de rehausser le niveau, mais pourquoi pas remporter le titre? Dans la deuxième ligne droite de cette émission, la phase de groupe de la Coupe du Monde organisée dans 3 pays respectivement, le Mexique, le Canada, pourquoi pas ici les États-Unis d'Amérique, touche progressivement à sa fin. Si certaines équipes africaines se rapprochent déjà des 16e de finale, d'autres jouent leur survie dans la compétition. Alors, comment expliquer l'élimination prématurée de la Tunisie? Le Sénégal et le Congo réussiront-ils à décrocher leur qualification lors de leur dernier match de groupe? Et jusqu'où les représentants africains peuvent-ils aller dans ce mondial? Mesdames et messieurs, une fois encore, merci de nous renouveler votre amitié dans cette émission Niagasula Sport. Également, on va partir directement avec Abouakar pour son coup de gueule parce que pratiquement le match d'hier, le Portugal qui revient en grande pompe avec ce doublé de Cristiano Ronaldo. Oui, un doublé très exceptionnel, un doublé très important, non seulement pour la carrière de Cristiano Ronaldo qui lui permet pratiquement de rester sur sa bonne lancée, parce que d'ailleurs avec 6 mondiales différents participés, il a pu marquer dans tous ces 6 mondiales participés. Ça prouve vraiment que ce monsieur, il est sur la bonne lancée. Également, il est dans le bateau des meilleurs buteurs désormais de cette compétition, où pratiquement, même si d'autres sont très loin de lui dans cette compétition, mais ça prouve également que ce doublé a été très important, non seulement pour Cristiano Ronaldo, mais aussi pour cette formation du Portugal, où quand même cette formation regorge aujourd'hui pas mal de jeunes talentueux, mais Cristiano Ronaldo reste en tout cas et demeure l'unique buteur de cette formation. Et ces 2 buts ont été quand même inscrits face à certes une nation qu'on considère aujourd'hui pas comme les autres nations. Ouzbékistan. Ça reste une nation parce que toutes ces nations qualifiées pour la Coupe du Monde restent quand même les grandes nations en matière de football. Donc, marqué que ce soit contre le Brésil, que ce sera des équipes qui vont pratiquement se qualifier pour jouer cette grande compétition. Mais une simple qualification ne fait pas ici la fierté de ce continent. Il faut quand même des équipes qui peuvent aller loin, aller quand même tutoyer, aller quand même contredire ces grandes nations comme le Maroc avait fait lors de la dernière compétition, aller jusqu'en demi-finale. Voilà, ça prouve qu'il y a eu quand même un petit peu d'amélioration dans le football marocain. Il faut des autres nations, il faut que des autres nations arrivent ici à faire ce que le Maroc a fait, et pourquoi pas aller ici
jusqu'en grande finale à remporter cette compétition, ce qui fera ici beaucoup plus de fierté à ces continents quand même qui attendent, comme vous l'avez si bien signalé, sa première Coupe du Monde ou son premier trophée de cette grande compétition. Mais jusqu'à présent, voilà, ces équipes ont du mal. Cela est dû à beaucoup de choses. Moi, je pense que si vraiment ces binationaux, tous ces joueurs africains aussi et qui représentent d'autres couleurs à l'étranger, jouaient ici pour leurs pays respectifs, je pense que l'Afrique aurait ici remporté sa première Coupe du Monde, mais malheureusement ces joueurs ont décidé de représenter d'autres couleurs qui ne sont vraiment pas leur couleur biologique, on va dire comme ça. Donc il va falloir que la FIFA, quelque chose comme ça, il va falloir qu'il revoie ces situations-là pour permettre aussi à ces continents de goûter le goût de cette compétition. Oui, c'est important de pointer du doigt à la FIFA, mais vous le savez qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des binationaux, beaucoup d'internationaux aujourd'hui sont nés du côté de l'Europe. Oui. Et donc la décision ne va pas venir des parents, la décision vient pratiquement ici des joueurs. Oui, tout récemment, dans cette même compétition, on voit où quand même les binationaux, il y a 11 binationaux du côté du Maroc. Ça prouve vraiment que ces joueurs-là, voilà, comme vous l'avez si bien signalé, la décision revient aux joueurs. Donc il va falloir qu'ils se disent vraiment, j'ai envie de représenter les couleurs de mon pays pour permettre à ces continents, ces vieux continents aussi d'aller loin, parce que avec ces binationaux qui sont beaucoup plus techniques, prenons l'exemple sur Achraf Hakimi qui est devenu aujourd'hui voilà, quand même, il faut construire le football en Afrique. Quand je dis construire le football en Afrique, les infrastructures. Des infrastructures, il faut ici des centres de formation pour oui. Voilà, la future génération qui viendra, parce que avec cette génération, on a pratiquement du mal voilà, à faire l'essentiel, à faire la fierté de ce continent. Il faut aussi quand même faire venir ces binationaux. Et aujourd'hui, quand on parle de l'importance des binationaux, on va prendre pratiquement l'exemple sur le Maroc. Le Maroc également qui fait quand même un grand parcours dans cette compétition, parce qu'on a vu avec un certain Bouhaddi qui est aussi né sur le sol français, mais aussi qui représente les couleurs de ces Maroc. Donc, s'il y a beaucoup plus de binationaux dans une équipe, pourquoi pas ça va permettre également à cette nation d'aller loin, parce qu'on sait, dans la tête de ces binationaux, il y a quand même un football qui est cultivé. Et ils sont habitués au football européen qui est pratiquement différent du football africain. Donc, moi je pense qu'il faut d'abord la construction du football en Afrique, mais aussi il faut la venue des binationaux pour permettre à ces vieux continents d'aller loin dans la grande compétition. Oui, une politique digne de nom, une politique pratiquement de taille. Moi je dirais tout simplement, il faut d'abord l'organisation de ces fédérations africaines. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, il faut forcément avoir ici la construction des infrastructures dignes de nom dans les pays africains. Également la formation des entraîneurs, parce que c'est aussi un facteur très important. Il faut forcément booster ici la capacité, pourquoi pas l'état d'esprit après-midi consacré sur les équipes africaines dans cette messe mondiale, la saison sportive, je vais dire ainsi, 2025-2026. Ça se passe du côté, n'est-ce pas, des États-Unis d'Amérique, du côté du Mexique, également du côté, n'est-ce pas, du Canada. Et là, au jour d'aujourd'hui, les Africains ont quand même du mal à se comporter, pourquoi pas, dans cette compétition. Alors, Abakar, on va toujours rester avec toi pour enfin parler une fois encore de tout ce qu'on a énuméré dans cette émission et pratiquement la construction des infrastructures. Tu as parlé, n'est-ce pas, des centres de formation à la base. Il faut, n'est-ce pas, un prérequis pour enfin avoir des talents qui vont prouver sur le continent africain. C'est bien vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il y a pas mal, n'est-ce pas, de talents qui sont en train d'évoluer dans les grands clubs, et cela prouve à suffisance que ces talents-là peuvent quand même titiller les grands joueurs du côté européen, parce que ces joueurs-là se connaissent très bien. Il y a beaucoup qui sont en train de partager, pourquoi pas, les mêmes clubs du côté de l'Europe. Également, il faut une politique mise en place pour enfin permettre, n'est-ce pas, à l'Afrique, au football africain, franchement, de jouer la Coupe du Monde, remporter
également la Coupe du Monde, parce qu'on se rappelle, lorsqu'on fait ici la rétrospection sur la 22e édition de la Coupe du Monde du côté, n'est-ce pas, de l'Arabie Saoudite, on a vu l'épopée de l'équipe marocaine qui était partie jusqu'en demi-finale. Ça, c'est une très bonne aubaine parce que ça a été quand même la première nation africaine à se qualifier en demi-finale de la Coupe du Monde. Et là, pour cette année aussi, on voit comment est-ce que cette formation marocaine se comporte très bien dans cette compétition parce que après des joueurs qu'on a connus lors de la 22e édition de la Coupe du Monde, au jour d'aujourd'hui, il y a quand même des talents qui sont dans cette équipe, de nouveaux talents qui sont dans l'effectif. Je veux parler, n'est-ce pas, de Ayouba Boadi qui a été impressionnant lors du premier match de Maroc contre le Brésil. Oui, d'abord, sa première participation à cette compétition, comme vous l'avez si bien signalé, on voit des nouveaux talents parce que même dans la défense de cette formation marocaine, la défense était concentrée sur Naïef Aguer qui aujourd'hui n'est pas sur la liste de cette compétition. On voit un certain Issa Diop maintenant qui assure cette défense au niveau des latéraux, toujours en compagnie avec Akraf Hakimi et Mazraoui quand même avec beaucoup d'expérience. Akraf Hakimi très impressionnant avec une bonne qualité athlétique également. Au niveau du milieu, en 2022, on avait un Soufiane Amrabat qui était très costaud, très combatif dans ses milieux. Et aujourd'hui, on a un technicien dans ces milieux. Je vais ici parler de ces Boadi qui est très impressionnant, qui a impressionné le monde du football parce que tenir tête face à une grande nation comme le Brésil, là où on voit un certain Casemiro, là où on voit consacré pratiquement sur le parcours des équipes africaines dans cette Coupe du Monde 2026. Nous sommes pratiquement dans la dernière ligne droite de cette émission où, il faut le rappeler, et pratiquement c'est la phase des 16e de finale pratiquement qui se pointe à l'horizon. D'autres équipes sont en train de jouer leur survie dans la compétition. Et alors, on va expliquer cet aspect très très impressionnant qui nous a beaucoup, n'est-ce pas, surpris parce que là, il y a eu l'élimination prématurée de la Tunisie dans cette compétition. Le Sénégal, le Congo vont-ils quand même réussir à décrocher leur ticket de qualification pour les 8e de finale? C'est la grosse question qu'on se pose dans cette émission. On va pratiquement parler, n'est-ce pas, de la Tunisie qui déjà est complètement sortie de la compétition. Oui, Tunisie est sortie de cette compétition pratiquement parce que 2 matchs sans victoire, quand même, ça prouve vraiment que ça ne va pas avec, même s'il y a eu l'arrivée d'un certain Hervé Renard à la tête de cette formation tunisienne, ça n'a pas changé beaucoup de choses parce que il continue d'évoluer avec la même sélection, les mêmes joueurs ici dans cette formation de la Tunisie. Cette formation était bien qualifiée lors des qualifications. C'est vraiment impressionnant, mais aussi c'est très important pour cette formation s'il reste sur cette bonne lancée. Justement, toujours, on va rester dans le même sillage. On voit la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui commence petit à petit à se réveiller. La Côte d'Ivoire aussi qui pratiquement se trouve dans une poule très coriace, très difficile. Et là, peut-on expirer à la qualification de la Côte d'Ivoire? Oui, il y a une possibilité pour cette formation ivoirienne de se qualifier parce qu'avec ces 3 points déjà, c'est un atout, ces 3 points donnent de l'espoir dans une poule où quand même les 3 meilleurs peuvent se qualifier avec les 3 points et la dernière rencontre restante. Espérons que cette formation peut même obtenir un match nul pour aller à 4 points. Ça peut complètement dire que cette formation peut se qualifier. Donc pour l'instant, on garde l'espoir et je pense bien que ces 3 points peuvent quand même permettre aux Ivoiriens d'aller pour les prochaines rencontres de cette compétition, pour les prochains tours de cette compétition. Même dans cette formation, il y a aussi de la jeunesse, c'est ce qui il n'y a pas assez de joueurs d'expérience. C'est ce qui joue sur l'équipe de la Côte d'Ivoire. Surtout dans le secteur offensif où quand même beaucoup de jeunes sont là, il n'y a pas vraiment un serial arbitral, il n'y a pas
dans cette formation, dans cette Coupe du Monde, il n'y a pas un Sébastien à l'air où c'était un attaquant. Mais Ahmed Diallo est aujourd'hui un expérimenté du côté de la charnière offensive. Avec sa jeunesse également, c'est ce qui joue également, comme je l'ai dit, avec Simon Ndingra, les joueurs qu'on connaît dans leurs clubs respectifs, mais également ces facteurs qui fatiguent cette nation. Je pense que c'est parce que l'équipe a beaucoup de jeunes. C'est bien vrai, c'est important d'avoir des jeunes dans une nation, dans une équipe, mais quand même s'il n'y a pas un joueur expérimenté, comme si nous prenons l'exemple sur la Guinée, s'il n'y a pas un certain Serou Girassi, on ne voit pas bien cette équipe guinéenne. Et voilà, dans cette équipe ivoirienne aussi, il n'y a pas un Sébastien Allaire quand même qui peut être l'espoir. Bien, et là, pratiquement, ça ne marche pas du côté du Sénégal et qui peine toujours à revenir dans ce mondial. Alors, qu'est-ce qu'il faut maintenant pour que ce Sénégal-là puisse rester pratiquement dans la compétition et obtenir son ticket de qualification? Est-ce que le coach doit complètement changer non seulement son 11 de départ, mais aussi changer son système de jeu, la tactique aussi, n'est-ce pas, de jeu? Oui, il faut d'abord changer le 11 de départ. Il faut quand même ces changements. Ça va ici permettre à cette formation, parce que vous avez signalé le cas de Kalidou Koulibaly qui pour moi ne devrait pas participer à cette Coupe du Monde, parce qu'il a fait au moins quelques mois sans jouer avec son club respectif. Et aujourd'hui, on voit, même si c'est bien vrai qu'il est l'un des meilleurs défenseurs quand même africains, mais avec son état, je ne pense pas qu'il devrait jouer cette Coupe du Monde. Et si nous prenons le milieu de cette formation sénégalaise, où on voit un certain Idrissa Ganagé aussi, qui n'est pas appelé comme avant, et on voit quand même un certain Lamine Camara très jeune. Lamine Camara, c'est important. On voit Pape Gueye également. Pape Gueye aussi, un joueur flamboyant, un joueur très important pour cette formation sénégalaise. Mais moi, j'aurais préféré un certain Pathé Cissé de Rayo Vallecano. Très impressionnant, Pathé Cissé, costaud, plus costaud que Ganagé. C'est vrai que Ganagé, c'est un joueur qui a assez de technique. Mais si nous préférons ici un joueur costaud, un joueur guerrier qui va quand même épauler la défense, parce que si on a un sentinelle qui quand même contrecarre les actions offensives des adversaires, je pense que la défense va se reposer. Certes, dans cette défense aussi, c'est une Elhadji Malick Thiaw est importante aujourd'hui pour Maroc, parce que c'est à la recherche de la première place de cette poule, mais la qualification déjà elle est acquise pour cette équipe marocaine. Alors, les équipes africaines doivent pratiquement se donner à fond dans ce mondial pour enfin avoir ce ticket, n'est-ce pas, de qualification pour les 16e de finale. C'est très important, parce qu'il faut viser quand même l'objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est de remporter la Coupe du Monde. On vise beaucoup, n'est-ce pas, sur le Maroc, mais les autres équipes africaines aujourd'hui sont en train quand même de faire ici la fierté de l'Afrique. On prend par exemple la Côte d'Ivoire, également le Ghana aussi, finalement, qui a tenu tête hier face à l'Angleterre. Oui. Un score de 0 but partout. Et là, le Ghana qui déjà a aussi 4 points, oui, qui peut se qualifier. Oui, la qualification ghanéenne aussi dans cette compétition. Et voilà, cette équipe a été très impressionnante pour tenir tête face à une grande nation comme l'Angleterre. Je pense que ça demande beaucoup de travail, ça demande ici un collectif soudé. C'est ce qui a été l'atout de cette formation ghanéenne. On a vu une équipe qui a accepté de courir, qui a accepté de se donner à fond, parce que à chaque fois qu'un joueur anglais récupérait, Une fois encore, passez une excellente soirée chez vous. Au revoir.